Attention, vous écoutez un programme audioactif. Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de C'est qui en pôle. Aujourd'hui, c'est le numéro 106 et on va parler du 17e et avant-dernier Grand Prix de la saison 2021. Un Grand Prix qui a eu lieu sur le circuit de Portimao au Portugal pour la deuxième fois cette année. Et c'est Pierre qui m'accompagne cette semaine. Salut Pierre, comment ça va? J'imagine que le Ducatiste est content cette semaine. Ouais, je suis content effectivement, mais j'étais pas là la semaine dernière devant le titre de Fabio, j'étais très content aussi. Donc je voulais dire qu'on est content depuis quelques semaines là, on est très très content. C'est clair. C'est clair. Et on commence avant de se lancer dans le vif du débat, comme d'habitude avec le gagnant de notre petit jeu en partenariat avec la Bécannerie. Et c'est Ophélie qui va pouvoir crâner avec des beaux goodies de la Bécannerie et évidemment des goodies maison de C'est qui en pôle. Bravo à toi. N'oubliez pas, notre concours, c'est à chaque week-end de course et ça se passe sur Twitter. On passe aux news avec en Moto 3 un pléthore d'annonces. Est-ce que tu veux nous en parler, Pierre? Donc on a Elia Bartolini qui est champion CIV Moto 3, donc du championnat italien, qui a signé chez Avintia VR46 en 2022 au mondial. Et on a Matteo Bertelle, qui sera son coéquipier, qui est vice-champion du même CIV Moto 3 et 7e en Red Bull Rookies Cup cette année. Donc il sera son coéquipier. On a Ryusei Yamanaka, qui va signer pour le nouveau team MTL Metz MSI, qui rouleront sur des KTM. Je sais pas si c'est un team qui se construit en remplacement du team Sprinta Petronas, j'ai pas réussi à avoir l'info. On a une marque de moto chinoise qui s'appelle CF Moto, qui est déjà biberonnée avec KTM depuis 2013 et sa création, donc avec des systèmes de joint venture, la production de motos partagée, etc., qui va faire son entrée en Moto 3 en sponsorisant le team Prustal GP. Donc on a Xavier Artigas et Carlos Tate qui sont annoncés comme pilotes pour ce team. Enfin, Daniel Olgado, donc qui fait des remplacements chez Tech 3 en cette fin de saison à la place de Denis Sonchou, devait rouler pour l'équipe Tech 3 en 2022, mais finalement roulera pour le team AIO. Et Tech 3 récupère Adrian Fernandez, qui fait une honnête saison de rookie sur la Husqvarna. Donc Adrian Fernandez, c'est le frère de Raul Fernandez. Et a priori, c'était dans son deal pour monter en MotoGP chez Tech 3 que son frère devait passer chez KTM. Donc voilà, Tech 3, Je sais pas si t'as un petit commentaire à dire. Moi, je trouve quand même qu'ils se sont piqués un peu leurs pilotes. Ouais, c'est le jeu d'être une team satellite. Enfin, pas vraiment satellite, mais la sous-team KTM Red Bull, ça fait qu'effectivement, tu sais que t'as le deuxième choix finalement. Le premier choix, c'est l'équipe du dessus. C'est le jeu, hein. C'est le jeu, mais... Ouais, alors autant avoir le deuxième choix, pourquoi pas, mais c'est la deuxième fois qu'on leur pique un pilote qui sont déjà signés. C'est-à-dire qu'il y a Brad Binder en MotoGP, et là il y a Daniel Olgado, c'était eux qui étaient censés l'avoir, et au dernier moment, KTM dit non, en fait, il va passer chez nous. Un peu frustrant, j'espère que... Enfin, je sais qu'Hervé ça s'arrête pas à ça, il est très content de sa collaboration avec KTM, mais bon, après Adrian Fernandez, c'est pas ridicule non plus, donc... Non, c'est roulé aussi. Et d'ailleurs, on va le voir tout à l'heure. Ouais, il a bien progressé depuis le début de la saison. Il est vraiment dans une très bonne dynamique. Et finalement, c'est un moindre mal, effectivement. Pas comme si ils avaient récupéré quelqu'un qui redescendait de Moto 2 ou tu vois là c'est une bonne pioche relative. Pas de news Moto 2 cette semaine. On va passer directement à la Moto GP du coup, avec la grande info de la semaine dernière. C'est Marc Marquez qui est victime d'une commotion cérébrale en cross à la suite d'une chute du coup, qui est absent et forfait. C'est une précaution du HRC. Il est remplacé par Bradle. Avant de passer à la deuxième news MotoGP, peut-être un petit commentaire là-dessus. Ouais, après j'ai entendu déjà des débriefs et tout, il y a deux sons de cloche, il y en a qui disent Marquez, même si c'est vraiment léger, il veut pas, voilà, ça sert à rien de forcer, il y a rien à jouer cette année, il reviendra l'année prochaine ou c'est cette fin de saison plus fort. Et je comprends, et puis il y en a d'autres qui disent on n'a vraiment pas beaucoup d'infos sur cette histoire, donc ça cache quelque chose. Moi je pense que si Marquez il prendra plus aucun risque maintenant.
À chaque blessure, s'il y a une suspicion que ce soit lui ou Honda, ils prendront plus de risques. Ça leur a coûté trop cher précédemment. Ah bah c'est clair. Donc voilà, là je sais même pas s'il revient pour Valence à la fin de semaine. Donc on verra. C'est pas très. Voilà, je faut juste qu'il fasse attention lors de l'entraînement la prochaine fois, quoi. Ouais. C'est con effectivement de chuter et de se faire mal à l'entraînement. Faudrait pas qu'il devienne le Gourcuff de la moto. C'est référence de vieux, hein, attention. Et puis l'autre news en MotoGP, bah, c'est la nouvelle caméra embarquée. On sait pas si vous avez vu ça, mais effectivement ce week-end, Alex Rins nous a régalé avec sa caméra épaule. Pour le coup, là c'est une expression qui est bien adaptée, une petite caméra du coup placée au niveau de son épaule dans son cuir. Très sympa cette nouvelle Propal. Alors on imagine que, enfin techniquement c'est pas très incroyable, hein, parce qu'on imagine qu'ils avaient la technique pour le faire, mais c'est peut-être plus au niveau des autorisations des constructeurs, etc. que ça posait problème, parce qu'effectivement on voit très très bien le poste de pilotage. Elle est sympa en tout cas cette petite innovation. Ouais, clairement c'était assez impressionnant quand je suis tombé dessus parce que d'habitude je regarde les FP1, FP2. Bon, c'est pas les plus passionnantes du week-end, donc je regarde ça d'un œil quand je peux le vendredi. Et puis là, je vois cette prise de vue. Au début, je calcule pas trop, enfin parce qu'on a l'habitude de voir ce genre de prise de vue dans les jeux vidéo ou sur d'autres. Enfin, sur YouTube, c'est la caméra embarquée. Tous les YouTubeurs qui font des vlogs, ils ont ça, quoi. Et puis c'est vrai que les commentateurs ils s'extasiaient devant. Et je regarde, je fais mais ouais, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ça en vrai. Et clairement, c'était très impressionnant. Moi, ce que j'ai adoré voir, outre à un moment donné, il y a Alex Marquez qui lui passe devant et il se tire un peu la bourre. C'est surtout tout ce qu'ils ont comme info sur le tableau de bord et les manivelles, les boutons à gérer quand ils pilotent. Je sais comment c'est difficile de piloter déjà une moto. Oui. Alors, on voit toutes les actions qu'il a à faire en entrée de virage, en sortie de virage. C'est très impressionnant. Ouais, en circuit, c'est déjà compliqué. Enfin, quand on commence de se concentrer juste sur le frein et l'accélérateur, alors là, il faut en plus gérer les petites manivelles d'abaissement de l'amortisseur arrière. Enfin voilà, tous ces trucs nouveaux qui existent, plus les changements de carto, etc. Ouais, c'est incroyable. Ils ont vraiment du boulot au poste, quoi. C'est assez dingue. En plus de piloter. Ouais, exactement. Ouais. Après, je pense pas que c'était la technologie qu'ils attendaient pour mettre en place ce genre de choses. Je pense vraiment, vu le nombre d'infos qu'on a à l'écran justement avec cette vue, c'est clair. C'était les teams, je pense, qui ralentissaient pour ne pas justement dévoiler des technologies ou des techniques de pilotage propres à eux-mêmes. Voilà, en espérant que ça va se généraliser l'année prochaine à tous les pilotes. Là, ce serait beau. Dans les autres news à vous dire, je te laisse peut-être en parler. Allez. Donc, on a Jari Montella qui va rebondir en World Supersport après une saison Moto2 ratée cette saison. Il va passer chez Puchetti Racing, donc Kawasaki, aux côtés de Kanonchu en 2022. Et du coup, c'est Philippe Ottol, le pilote actuel, qui est membre de catégorie, qui prend la Ducati du team Go11 en World SBK pour 2022 et 2023. Tenkat est le champion en titre, donc Dominique Agatha prolonge ensemble pour 2022, donc c'était convenu, hein, mais bon, après, il y avait pas vraiment de siège en World SBK non plus, donc voilà. Oli Bayliss, donc fils de Troy Bayliss, hein, le multiple champion World SBK, roulera pour Ducati en World Supersport sur la Panigale V2 aux côtés de Nicolo Bulega l'année prochaine. Et on a également donc Iker Lecuona et Xavier Vierret qui sont confirmés en World SBK chez Honda officiel. Je sais plus si on l'avait déjà dit celle-là, mais voilà. Donc deux transfuges Moto2, MotoGP qui partent chez Honda officiel après les deux expérimentés Aslam et Bautista ces 2 dernières années. Honda tente le pari de la jeunesse, à voir si ça fonctionne. Bah, on a hâte de les voir rouler en tout cas. Voilà, oui, pas grand chose d'autre à dire. Si je l'ai pas noté, mais il y a aussi le Krummenacher qui revient en World Supersport sur une Panigale V2 aussi. Donc il y aura pas mal de pilotes qui sont annoncés sur cette nouvelle cylindrette, cette nouvelle moto. Donc à voir ce que ça donne l'année prochaine. Ouais, effectivement. Voilà, bah on vous a tout dit sur les dernières news. On passe à la Moto3 si tu le veux bien, Pierre. Allez, c'est parti. On passe en Q1
passe en Q2 du coup. Alcoba, Cuny, Soura, Antonelli et Félon est fini 9e malheureusement, il parviendra pas à se qualifier en Q2. Sergio Garcia qui revient après un hématome au rein, claque une pole magistrale avec le record de la piste. McPhee il est tout près à seulement 17 millième et c'est Adrian Fernandez qui ferme la première ligne de ce Grand Prix. Foggia est 4e et Pedro Acosta se qualifie seulement 14e. Les deux hommes, on le rappelle, se battent pour le championnat. Acosta doit gagner 5 points de plus que Foggia pour être champion. Pour aller au plus simple, il doit gagner la course, ce qui paraît compliqué vu sa position sur la grille. En plus, Sergio Garcia nous fait un départ canon. Lui, Acosta, pour le coup, il part beaucoup moins bien. Et comme très souvent en Moto3, on n'a pas trop le temps de respirer dans ce début de course, puisque le paquet de 5-6 pilotes de tête s'amuse à faire des aspis à la fin du 3e tour. La Léopard de Denis Foggia va mettre tout le monde d'accord, il revient comme un boulet de canon et double 4 pilotes au freinage du premier virage du 2e tour pour prendre la tête. Ça roule en gros paquet. Et déjà, on a Pedro Acosta qui pointe à la 7e place. À ce moment, on se demande si c'est pas un bug de l'affichage, mais non, il est bien là dans les échappements de McPhee, grâce à un extérieur d'anthologie au premier virage quelques mètres derrière la tête de course. Et il ne mettra pas 107 ans à doubler McPhee, c'est le moins qu'on puisse dire. Quelques hectomètres plus tard, il se débarrasse même d'Adrian Fernandez. Foggia, lui, est toujours en tête, sans énorme surprise vu son rythme pendant le week-end. Acosta revient en 4e place juste derrière Binder et Artigas. Binder passe Artigas et s'ensuit quelques passes d'armes entre Artigas et Acosta et c'est finalement le rookie qui aura le dernier mot. Mais du coup, Foggia et Binder ont un peu d'avance, mais pas pour longtemps. Ils sont rejoints par Acosta et Artigas, puis quasiment par Mignot, Mazia, Garcia et les autres. Et c'est finalement au 9e tour qu'Acosta réussit à prendre l'ascendant sur Binder. Quelques tours plus tard, Mazia récupère la 3e position. Foggia a une pression énorme sur les épaules, la tension est palpable et c'est finalement Mazia qui, passez-moi l'expression, débranche tout pour faire le forcing sur Foggia. Déséquilibré, il laisse un trou de souris à Acosta qui en profite. Joli travail d'équipe. Mais Acosta là, il un petit coup de mou, il doit être un petit peu fatigué, il redescend même à la 6e place et les 6 derniers tours ne sont pas plus respirables que les 5 premiers. On est en apnée depuis le début de la course. Je vous passe les multiples dépassements pour arriver à 3 tours du drapeau à damier. Foggia a repris la tête, suivi par Acosta, Binder et Mignot. Acosta réussit à passer Foggia et prend la tête. Il réussit même à prendre une petite avance en quelques virages pendant que Mazia se bourre malheureusement. Foggia reprend la tête une énième fois dans l'avant-dernier tour et dans le dernier tour, gros coup de théâtre. Acosta attaque Foggia dans le 3e virage, qui prend la tête et juste derrière Binder nous sort une attaque beaucoup trop musclée, rate un peu son freinage et Foggia finit par terre, tout comme Garcia. Ça y est, Acosta est champion du monde et en plus il finit par gagner la course. Classement final, donc Acosta gagne la course, Mignot est 2e, Antonelli 3e, entre Frenchy, Lorenzo Félon est 17e. Au championnat, Acosta est donc champion Moto3 avec 259 points pour l'instant. Foggia est 2e avec 213 points et Garcia 3e avec 168 points. C'est donc le titre Moto3 pour Acosta, presque jour pour jour après son titre en Rookies Cup. Saison pleine de ce pilote, on peut pas dire le contraire. Ouais, on a cru qu'il y avait un petite baisse de rythme, mais on a vu quand il fallait défendre son titre, en fait, il était là. Ouais. Outre que la course a été vraiment magnifique à regarder, comme beaucoup de courses Moto3, beaucoup de bagarres, mais là on avait vraiment les 2 pilotes qui jouaient le titre devant pendant toute la course, qui sont vraiment échangés coups et c'était d'autant plus excitant de voir un titre se jouer comme ça, plutôt que sur une course où effectivement c'est le jeu, mais par exemple où Bagnaia vient chuter à Misano. Sans bagarre entre Bagnaia et Quartararo. C'est ça, c'était plutôt après, Fabio, encore une fois, mérite tout à fait son titre, il a fait une meilleure saison. Mais sans bagarre et tout, ça n'a pas tout à fait la même saveur. Bon, là, même si Denis Foggia se fait mettre au tas à la fin de la course, on a quand même vu une belle course de sa part. Donc j'étais très content. Et puis Acosta, monstrueux, quoi. Hâte de le voir en Moto2. Et c'est dingue, parce que, comme je l'avais dit au début du résumé, il part 14e sur la grille. Ce week-end était un peu en demi-teinte, avant la course en tout cas, c'était un peu en demi-teinte pour Acosta. Et puis, il est transcendant en course, quoi, comme à peu près à toutes les courses depuis le début de la saison. Alors, comme tu l'as dit, effectivement, il a eu un petit moment de moins bien où on avait l'impression qu'il voulait gérer, mais il a pas réussi à gérer parce que il voyait le train derrière pousser et reprendre des points. Et puis il a géré sa fin de saison
avec ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire se battre pour les podiums et être devant. Exactement. Et c'est dingue. Enfin, ouais, c'est un gamin. C'est juste dingue, quoi. Voilà. Bravo à Pedro. Ouais, très beau prénom d'ailleurs en plus. Oui. Mais on pourrait l'appeler Pedro qui roule, ça marcherait. Et non, clairement, beau champion. J'ai hâte de voir ce que l'année prochaine il fait en Moto 2, même si je l'ai déjà dit. Et j'ai hâte de voir ce que ferait le Team Ayo l'année prochaine avec son nouveau line-up. Massia, on attendait plus Massia d'ailleurs cette année, qui au final n'a pas confirmé. Foggia, je sais plus s'il monte ou pas en Moto 2. En tout cas, Sergio Garcia, ce sera un sacré client l'année prochaine en Moto 3. Absolument. Et ouais, Garcia, bon, je l'ai pas mis dans le conduct, mais effectivement, lui aussi, il nous fait une belle course. Hein. Enfin, à peu près comme tous les pilotes du top 10 pendant les courses Moto 3, c'est-à-dire que ça se dépasse de dingue. Et en plus, là, sur ce circuit, c'est assez impressionnant les aspects qu'ils arrivent à voir sur la ligne droite. C'est ouais, encore une course, comme tu l'as dit, assez dingue. Moi, j'ai pas vraiment réussi à respirer toute la course, hein, parce que entre la course et l'issue du championnat, on était pris en étau. C'était assez dingue, effectivement. Je voulais qu'on dise un mot sur Darin Binder, effectivement, évidemment, parce que alors Binder, il nous fait une belle course, une très belle course, et puis il y a un moment, il a peut-être un peu trop débranché le cerveau, et comme on dit, et puis il se rate et il fait tomber Foggia. Alors après la course, on a bien vu que Binder a voulu s'excuser dans la team Léopard, mais bon. Il a pas été le bienvenu, manifestement. Tu veux nous dire quelque chose sur Binder? Ouais, je trouve que il avait rien à prouver sur cette course parce qu'il est déjà signé l'année prochaine en MotoGP. Il a pas d'enjeu sur cette course, il va pas jouer le titre, il joue rien, son team disparaît l'année prochaine. Enfin bref, il y a rien à faire. Tu termines 5e ou après aller chercher une victoire, lui qui n'a jamais gagné dans cette catégorie, ça serait toujours bien, mais on va dire qu'il y avait plus d'enjeux que ça autour de Foggia et Acosta. Je pense que c'était pas nécessaire de placer cette attaque-là comme il l'a fait. C'était comme Stoner l'a dit un jour à un célèbre Italien, hein. Son ambition a dépassé son talent. Non, mais ça s'applique très bien ici aussi, quoi. C'est clairement, c'est pas la première fois, hein. C'est la spéciale Binder. Il y en a d'autres qui étaient fameux pour ce genre d'attaque, hein, comme Iannone. Mais clairement, non, tu peux pas te permettre ça quand il y a un titre qui est en jeu. C'est dommage. Après, il y a beaucoup de gens qui disent, mais c'est pour ça que c'est scandaleux qu'il passe en MotoGP. Je vois vraiment pas le rapport, honnêtement. Qu'il passe en MotoGP ou pas, c'est pas lié à son résultat aujourd'hui. Ça fait un certain temps qu'il est en Moto 3, il a pas ultra performé, donc on peut plutôt juger là-dessus que juste sur cette erreur en course. Et enfin, la direction de course qui disqualifie Binder. Ouais, personne n'a compris. Hein. Enfin, je suis perplexe. C'est une chute. Enfin, tout le monde peut faire ce genre d'attaque. D'ailleurs, interrogé en conférence de presse, Miller en débattait avec Mir et Bagnaia. Voilà, Miller disait que ça pouvait arriver à tout le monde. Je suis un peu d'accord avec lui. Mir faisait mine de pas comprendre, mais non, mais voilà. Après, c'est vrai que Binder est coutumier un peu du fait, ça c'est vrai, mais ça n'empêche pas que soit on sanctionne chaque fois qu'il y a une attaque comme ça, on sanctionne par une disqualification de course dans n'importe quelle catégorie, et je peux te dire clairement que va y en avoir des pilotes disqualifiés. Ouais, on va interdire les block pass, quoi, ça va être chiant. C'est ça. Ou alors on met une pénalité raisonnable, c'est-à-dire un long lap à la prochaine course ou machin. Ça me paraît plus juste parce que là, l'attaque, elle est pas, comment dire, elle est pas déraisonnée. Elle est pas déraisonnée, elle est musclée. Mais en vrai, s'il se foire pas sur le freinage, il peut faire un dépassement dingue. C'est vrai. Exactement. Ouais. Et c'est juste qu'au final, c'est parce qu'il fait perdre le championnat à Foggia. Enfin, entre guillemets, il fait perdre le suspense du championnat qu'on lui met une punition aussi forte, quoi. Ouais. En plus, on a vu bien pire comme dépassement, bien plus sale, bien plus. Là, en plus, on le sait, en Moto 3, ils sont tout le temps en paquet, quasiment. Ils sont tout le temps en train de se doubler, de se redoubler. Enfin, à un moment, si on pénalise ce genre de
tentative un petit peu musclée, on va se faire chier autant en Moto 3 qu'en Moto 2, quoi. Enfin, pardon, mais ouais, enfin, complètement d'accord. Un peu étrange cette sanction. Et puis, si on veut sanctionner vraiment des trucs qui peuvent être dangereux, on sanctionne justement Mir et Miller pour se tirer la bourre, carénage contre carénage, se rendre des coups en piste, se faire élargir exprès jouer à Mario Kart. Ouais, non, mais c'est ça. Ça, c'est vraiment dangereux et c'est pas ça qu'on va voir, quoi. Voir des tentatives de déplacement, même si elles sont pas maîtrisées, c'est un peu le but du MotoGP, hein, sinon on fait de la danse. Hein. Et encore, hein. Pas facile à maîtriser la danse. On joue au ping-pong éventuellement. Mais oui, complètement d'accord là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette course Moto 3 à part qu'elle était dingue et qu'il faut absolument la voir si vous l'avez pas vue. Garcia, un petit mot, un petit mot pour Garcia qui juste du coup est entraîné dans la chute de Foggia malheureusement et qui je l'ai dit tout à l'heure mais c'est sa course de retour après un hématome morin, ce qui est pas rien comme pathologie. Et puis, il nous claque la pole et puis il nous fait une course aussi assez dingue, Sergio. Ouais, clairement. Il revient de blessure. C'est ce qui lui a empêché d'aller jusqu'au bout pour la course au titre, alors qu'il était pendant longtemps le plus gros challenger d'Acosta. Et là, il montre qu'il était dans le coup. Vraiment, belle course de sa part. Voilà, de voir ce qu'il peut proposer l'année prochaine. Moi, c'est un pilote, enfin, j'ai déjà dit plusieurs fois sur ce podcast que je regarde depuis qu'il arrive en Moto 3. J'avais beaucoup d'espoir sur lui. Il tarde à concrétiser, mais voilà, cette année, il était là et j'espère que l'année prochaine, il continuera comme ça. Ouais, il nous a fait des très très belles courses. Il manque pas de talent, ce petit gars, effectivement. Et puis, 3e du championnat, c'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu. Bah, écoute, je te propose de passer à la Moto 2. En Q1, on a Didia, Marcos Ramirez, Marcel Schroeter et Afis Yarin qui se qualifient pour la Q2. En Q2, c'est Rolf Fernandez qui prend la pole devant Rémi Gardner et Didier Antonio. Suivent ensuite Aaron Canet, Augusto Fernandez, Cameron Bobier. 3e ligne composée de Bezeki, Lowe's et Ogura. En course, il fait beau et ça part pour 23 tours. Fernandez, petite précision, est parti en soft arrière, garde l'avantage de sa pole. Il va imposer à ce moment-là un gros rythme. Derrière, ça va batailler sec entre Rémi Gardner, parti lui en dur arrière, et Bezeki. Le reste du plateau est rapidement détaché. Chantra puis Arnas vont chuter dès les premiers tours. Grosse chute pour ce dernier, assez impressionnante à voir. Bezeki va parvenir à passer Gardner et va remonter sur Fernandez, mais Gardner s'accroche. Et derrière ce trio de tête, parce que du coup, Rolf Fernandez est toujours en tête, on a Bobier, Canet, Lowe's, Vieré et Didia qui se tirent la bourre. Ayogura va partir à la faute assez rare pour le rookie. On a Rémi Gardner qui va enfin repasser Bezeki et s'en défait pour revenir très vite sur Fernandez. Dixon et Vieré vont chuter finalement. J'ai l'impression qu'il y a eu un problème de chauffe sur les pneus parce qu'il y a eu beaucoup de chutes lors de cette course. Enfin, Rémi Gardner porte son attaque à 11 tours de la fin sur Rolf Fernandez. C'est propre et millimétré, contrairement à Darren Binder. Et ça passe. Lowe's va en fin de course revenir sur Bezeki. Les positions devant ne bougeront plus. Victoire de Rémi Gardner devant Rolf Fernandez et Sam Lowe's. 4e Canet, 5e Bobier qui fait une belle course. Et Vietti, 6e. Au championnat, on a Gardner 305 points. Toujours dans la course, Rolf Fernandez 282 points. Et Bezeki 214. C'est serré, là. Si vous faites les calculs, vous... C'est très serré, il y a 23 points d'écart. Donc, Rolf Fernandez n'a pas d'autre choix que gagner et que Rémi Gardner ne fasse pas mieux que 14e. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Donc, autant dire que mon Rémi Gardner... il a mis un pied dans le... Un beau matelas, ouais. Après, on sait jamais. Dans la porte. il suffit d'un Darren Binder qui te fauche. Oui. Voilà. Mais il est encore en Moto 3. Hein. Et puis il va même pas passer en Moto 2. C'est vrai. S'il se trompe de session. Hein. Oui. Bonjour. En vrai, Gardner et Fernandez font tous les deux une course solide. Vraiment, encore une fois. C'est eux qui sont devant comme assez souvent, quoi. Enfin, ouais, je sais pas ce que Ayo ils ont trouvé cette année. Ouais. Bon, ils ont des bons pilotes, hein, mais ils ont vraiment une moto qui est légèrement supérieure au reste. Bezeki, il a fait une belle course, mais en fin de course, il avait plus de pneus, donc c'est pour ça qu'il rétrograde jusqu'à la 7e ou 8e position finalement. Sam Lowe's était constant. Voilà, quand Sam Lowe's est comme ça, il fait plaisir à voir, mais du coup, il est pas beaucoup passé à l'écran. Course solide et retermine sur le podium, c'est vraiment bien pour lui.
Après, derrière, on a Canet qui fait une course tout à fait honorable de rookie. Cameron Bobier qui confirme que depuis Austin, il faut compter avec lui. Ouais. Donc voilà, mais vraiment, c'est un peu dommage que les courses Moto 2 se suivent et se ressemblent tant le suspense n'est pas là. Heureusement que les deux coéquipiers de Ayo sont vraiment à armes égales et à talent égal pour mettre un peu de suspense sur cette course. Ouais, c'est fou cette domination de la team Ayo, effectivement. Et ça fait un moment qu'on le voit. Hein. Enfin, ouais. Mais l'année dernière, je trouvais que la Sky VR46 arrivait de Marini arrivait à lutter et même les deux marques VDS de Loves et je sais plus qui était avec lui l'année dernière. Mais voilà, je trouvais qu'il y avait quand même ça pouvait se battre, mais cette année il y a vraiment pas photo quoi. Bon. C'est clair. Aux autres de mieux travailler ou ou de payer aux autres teams de payer le meilleur package à Calex hein, après tout. Oui. C'est peut-être juste ça. Hein. C'est clair. Pas d'autre chose à dire sur cette course qui était une course de Moto 2. S'il n'y avait pas eu le championnat qui se ça aurait pas été très intéressant, honnêtement. Ok. Passons à la MotoGP avec Zarco en Q1 qui passe brillamment l'exercice et se qualifie pour la Q2. Le deuxième pilote à faire de même est Lecuena. Et oui, lui encore. Renaît un petit peu de ses cendres, hein, le pilote, sachant qu'il arrête la MotoGP. En Q2, c'est Bagnaia qui lui aussi en forme et encore plus en forme, signe la pole, suivi par Miller et Mir. Martin et Zarco font 5 et 6 et Quarta, il est où? Il est 7ème, juste derrière Paul Espargaro. Alors, je sais pas si vous êtes au courant, mais bon, Fabio est déjà champion du monde, du coup, vous allez me dire, aucun enjeu cette course. Si, puisqu'il reste encore quelques titres à distribuer, celui de constructeur, de la meilleure team indépendant, mais aussi du vice-champion du monde. Et lorsque les feux rouges s'allument, c'est Mir et Bagnaia qui sont encore en lice pour ce titre honorifique. Les deux Ducati officiels de Bagnaia et Miller partent bien, suivis par la Suzuki de Mir qui ne va pas tarder à doubler Miller. Zarco se rate au départ et il est 9ème. Quarta pointe juste devant à la 8ème place. Lecuena, lui, il est déchaîné, tente de doubler Paul Espargaro mais se rate un peu. Et nos deux Frenchies en profitent. Espargaro perd 2 places d'un coup. Pas beaucoup d'action pour le coup dans la première partie de la course. Bagnaia est seul au monde devant. Mir tente de s'accrocher mais n'y parvient pas. Miller est toujours 3ème et Alex Marquez est passé 4. Un peu plus loin derrière, Martin bouche un peu la course de Quartararo qui ne parvient pas à être suffisamment incisif. En tout cas, beaucoup moins que le reste de la saison et il manque même de chuter au 13e tour. On sent le français un peu en dedans. Et Zarco, il en profite pour récupérer la 6ème place. Pendant ce temps, Alex Marquez dépasse Miller et se trouve virtuellement sur le podium et ça va rester comme ça un petit moment jusqu'à 5 tours de l'arrivée. Zarco finit par dépasser son coéquipier Martin dans la ligne droite. Quelques secondes plus tard, c'est Fabio qui double Jorge Martin, mais le Français chute quelques virages plus tard au même endroit que Rins lors du GP du Portugal en début de saison. Pendant ce temps, Miller récupère la 3ème place. À 2 tours de l'arrivée, Lecuena et Oliveira s'accrochent et quelques secondes plus tard, la direction de course sort le drapeau rouge. Oliveira est évacué sur civière, mais il est conscient. Fin de course assez étrange donc, mais on va en reparler dans quelques instants. À la suite de l'interruption de la course, Bagnaia est déclaré vainqueur. Mir et Miller complètent le podium. Zarco finit 5ème au championnat. Quartararo 267 points, pas un point de plus. Du coup, Bagnaia est déclaré vice-champion du monde avec 227 points et Mir est 3ème avec 195 points, sachant qu'il reste une course, hein, encore une fois. Ducati est pour elle, et c'est pour ça que je disais en début d'épisode, champion du monde constructeur. À ce niveau, il y a vraiment cette marque et les autres cette saison. Un petit mot sur Ducati pour commencer, je pense que ça va te faire plaisir d'en parler. Oui, il renoue avec le succès, eux qui avaient déjà acquis ce titre l'année dernière. C'est leur 3e en tout après celui de 2007. Écoute, à défaut d'avoir le titre le plus prestigieux, celui de pilote, c'est aussi un titre qui fait plaisir à voir, que la Dorna met de plus en plus en avant. Il y a aussi le titre équipe qui n'est pas encore joué non plus, mais le titre constructeur, voilà, c'est quand même en théorie le motoriste qui fournit la meilleure moto. Ils sont 5 pilotes chez Ducati sur 6 motos à pouvoir avoir apporté des points cette année dans ce championnat. Donc le premier c'est Bagnaia assez largement et le deuxième c'est Zarco hein, et le troisième seulement c'est Miller en termes de points rapportés. Donc voilà, c'est
c'est vraiment bien pour eux. Je trouve que, à défaut d'autres choses, Yamaha a longtemps résisté. Par le truchement surtout de Quartararo uniquement. Il y avait lui et les autres Quartararo, mais ouais. Je pense que la Ducati c'est pas parce que je suis ducatiste que je dis ça vraiment. Je pense que c'est sans doute la meilleure moto du plateau actuellement. Clairement. Quand on voit tous les pilotes qui arrivent à faire des podiums avec, c'est assez impressionnant. Donc et même avec les vieilles Ducati, Bastianini qui a découvert le mode d'emploi de la moto et qui nous fait des courses absolument dingues. Exactement. Non mais voilà, je pense que Bastianini, il a la chance aussi de pouvoir avoir des motos réglées aux petits oignons comme il faut, avec les réglages qu'il faut, et traîné par les autres pilotes des 2 dernières années, mais le talent il fait le reste, quoi. Et c'est bien de voir qu'une moto d'il y a 2 ans, même s'il y a eu des gels de développement bien sûr, peut encore faire des résultats. C'est clair. Voilà, moi j'ai hâte de voir la saison prochaine parce que je crois que justement les gels de développement s'arrêtent et tout le monde va se remettre à bosser comme un dingue. Donc voir si les autres rattrapent leur retard, si la Yamaha a un peu plus de vitesse de pointe, si Ducati peut encore s'améliorer dans d'autres secteurs, si la Honda, apparemment c'est toute nouvelle moto qui vont sortir, donc arrive à revenir au niveau. Donc ça sera impressionnant à voir. Ducati, en tout cas, ils ont gommé, et on l'a dit plusieurs fois cette saison, ils ont réussi à gommer le principal défaut de la moto, qui était un dragster, mais qui arrivait pas vraiment à être performante dans le sinueux. Ils ont vraiment réussi à gommer ce défaut-là, quoi. Et c'est assez dingue. Ouais, je crois qu'il y a peut-être 1 ou 2 courses seulement où il n'y a pas une Ducati dans le top 5 cette saison. Donc voilà, ça veut vraiment dire qu'elle est performante sur tous les circuits. Et qui est homogène et qui en plus plaît à plusieurs pilotes, contrairement à d'autres motos. On parle très souvent de Honda avec Marc Marquez. On peut même parler de Quartararo avec la Yam, même si effectivement cette saison est un petit peu particulière parce qu'il n'y a pas eu un pilote très longtemps sur la même moto. Morbi est passé dans la Team Usine, bon il avait la même, mais il est passé dans la Team Usine, donc nouvelle équipe, nouvelle façon de travailler aussi. Dovi redécouvre le MotoGP. Rossi, le pauvre, il est trop vieux, hein. c'est moche, mais il est trop vieux pour rouler sur une Yam. Non mais blague à part, on voit bien la différence entre Ducati et les autres, quoi. Même de ce point de vue-là, ils arrivent à faire quelque chose de beaucoup plus homogène. Et même si Bagnaia a été très démonstratif sur cette fin de saison, globalement, on peut imaginer un pilote Ducati faire une perf et pas se dire de toute façon il y a que Bagnaia qui sait la conduire ou il y a que Zarco qui sait la piloter ou voilà. Et c'est clairement quand on voit que en fait, on voit clairement que les pilotes arrivent à faire des résultats avec alors qu'ils pilotent pas tout à fait de la même manière. Il n'y a pas besoin d'avoir un style de pilotage bien précis pour faire gagner. On se rappelle à une époque, il y avait que avant l'arrivée de Lorenzo chez Ducati, il fallait juste piloter assez brutalement cette moto, freiner hyper tard, tourner en angle droit et réaccélérer le plus tôt possible, quoi. Iannone y arrivait bien, Dovi y arrivait bien. Et puis Lorenzo est arrivé et c'est à mettre à son crédit aussi. Il a demandé à que la marque travaille dans une autre direction et aujourd'hui ça paye. La moto est plus complète, donc voilà. On va rester avec Ducati, on va enchaîner direct avec Bagnaia qui encore une fois était magistral et c'est décidément un des favoris pour l'année prochaine. Hein. Ouais, si on en doutait encore, hein, je pense qu'on n'en doutait plus vraiment, mais là c'est absolument dingue. Ouais, non, Bagnaia il prouve que en fait cette saison il est au-dessus des autres. Enfin, il a fait un week-end presque parfait. Ouais. La pole il l'arrache mais d'une manière exceptionnelle. Enfin, il fait des temps incroyables. En course, il était intouchable. Ouais, il est tout le temps sous les 40. C'est ça. Ouf. Sous les 40 et même métronome, quoi. Vraiment, on compare beaucoup à Lorenzo, les gens qui sont comme ça, mais vraiment des temps qui changent très peu. Belle gestion de sa part. J'attends de voir le duel avec Quartararo l'année prochaine et j'aimerais revoir ça face à Marquez aussi en parallèle. Donc ça promet. Je suis content. Ouais, exact, complètement. On a vraiment hâte. Enfin, c'est moche, hein, parce qu'on a l'impression que la saison est déjà finie parce que Quartararo est champion du monde, mais c'est vrai qu'on a déjà hâte d'être à l'année prochaine quand on voit tous ces pilotes en forme. Parce qu'on est arrivé en début d'année, on savait pas qui pouvait être champion. On se disait Mir était champion, mais est-ce qu'il pourra être capable de? Marquez, est-ce qu'il va revenir de blessure? Aussi, il accuse son âge. Tu vois, on savait pas. On a essayé de mettre des pronostics, c'était difficile. Là, on a vraiment identifié presque un pilote par marque.
Ouais. Et vraiment, du coup, on va avoir un championnat qui démarre. Même j'attends de voir ce que Vignales va pouvoir faire chez Aprilia, par exemple. Vraiment, ça va... Je pense que on va avoir beaucoup plus d'attentes sur les pilotes et on risque d'être beaucoup plus déçus si un pilote donné ne performe pas, par exemple. C'est clair. Bon, en tout cas, on le répète, mais il est confirmé vice-champion du monde, du coup, Pecco Bagnaia. Et puis, c'est Mir qui complète le podium du championnat. Zarco, du coup, lui, il a son titre de meilleur indépendant, ce qui est pas rien. C'est la deuxième fois qu'il l'a eu depuis après 2017, quoi, quand il était chez Tech 3. Donc, c'est quelque chose qu'il connaît, mais surtout, je pense, qui est intéressant pour lui, c'est qu'il est en lice. Ça va être difficile pour la 4e place en championnat. En tout cas, au moins dans le top 5, ça devrait le faire. En bataille avec Marc Marquez et Brad Binder. Donc, je pense que c'est une position qu'il a jamais eue au classement général du championnat MotoGP. Donc, c'est vraiment une belle progression de sa part. Faut qu'il travaille l'année prochaine sur le coup de mou là, qu'il a en milieu de saison. C'est pas possible de faire des saisons comme ça, quoi. C'est clair, surtout que devant, personne ne fait de cadeau, quoi. On voit, ils l'attendent pas. Bah non, mais mais c'est vrai qu'on rigole souvent en disant ça, mais et puis c'est facile à dire assis derrière un micro, hein, mais c'est vrai que quand ils ont tous les dents qui rayent le parquet et c'est assez dingue. Et des gamins comme Quarta, comme Bagnaia, qui arrivent et gagnent des courses et ont aucun complexe. C'est normal, hein, mais c'est à souligner quand même. Il faut s'accrocher. Et effectivement, faut pas avoir plus de 2 courses à vide dans une saison, quoi. C'est assez, c'est serré, en fait. C'est vraiment serré. Ouais, 2 courses, c'est exactement ça. Je pense que Quartararo, si on regarde, il y a là, il chute. Mais bon, après, il chute, on sait pas s'il avait pas été titré, comment il aurait roulé. Peut-être qu'il aurait roulé différemment. Bref, c'est difficile à dire. Il y a la course où il a le problème avec le syndrome des loges et la course où il a le problème de combinaison. Et sinon, c'est tout, quoi. Donc, ouais, effectivement, 2 courses, 3 maxi, quoi. C'est ça, et encore, ouais. On dit ça, mais Marc Marquez, en 2019, on se souvient qu'il termine pas moins bien que deuxième. Donc, effectivement. Et puisqu'on parle de Fabio, on va enchaîner. Là, on était plutôt content qu'il soit déjà champion du monde. Pour le coup, c'était. Alors Bagnaia, il enquillait, hein, mais ouais, course assez compliquée. Ouais, il part assez loin en fait, même s'il a fait des bons temps. Au final, il se qualifie un peu en retrait et après, il est bloqué longtemps en course par Martin. Par Martin, ouais, qui Martin roulait moins vite, mais avec les lignes droites, il restait devant et c'est quand Fabio Quartararo essaie de le passer au frein qu'il élargit et qu'il chute, quoi. Donc c'est pas facile de rouler derrière la Ducati, on le sait. Et encore une fois, voilà. Mais après, c'est pas souvent que ça lui arrive, hein. Fabio, cette année, quand il fallait doubler, il y arrivait, donc. C'est clair, c'est quand même sa unique chute pour l'instant. Enfin, il reste une course, hein, mais c'est sa première chute en course de l'année. C'est bien que ça arrive maintenant, encore une fois. Et faut quand même signaler que, ouais, c'est l'unique. Ce qui est assez dingue en soi, en fait. Imagine, ça aurait été inversé. Les rôles, ça aurait été Bagnaia qui gagne à Misano, mais Quartararo qui chute. Le suspense qu'on aurait eu pour Portimao. Ça aurait été intenable. Ça aurait été intenable. Mais ouais, non, clairement, heureusement que ça se passe dans cet ordre-là pour lui et pas dans l'autre, parce que ça aurait été beaucoup plus difficile d'aborder un week-end comme ça. Mais voilà, après, il a construit son titre depuis la première course et Bagnaia a démarré un peu plus tard dans la saison, donc c'est pour ça. Je voulais qu'on dise un petit mot d'Alex Marquez qui finit au pied du podium. Pareil, il nous fait des courses assez incroyables de temps en temps. Ouais, je sais pas. Je trouve que l'année dernière, il était pas mauvais. Et cette année, il fait une belle course quand son frère est pas là. Donc, est-ce que c'est parce qu'il roule mieux quand son frère est pas là, ou je sais pas, moi. je comprends pas pourquoi. Ils ont échangé les motos, ils ont juste changé les stickers, peut-être, hein, c'est peut-être ça. Ouais, non, c'est vraiment difficile à juger, parce que Nakagami s'était montré un peu plus tôt dans la saison, mais pareil, sur une course seulement. Paul Espargaro, il fait un peu mieux, mais c'est pas la folie non plus. Donc, c'est pas régulier en plus, ouais. C'est très irrégulier, ouais, je pense que c'est ça ce qui me chagrine. Après, voilà, quand il fait une course comme ça, il montre qu'il a le niveau en MotoGP, hein, Alex Marquez.
faut qu'il soit comme ça toutes les courses, quoi. Exactement. Et puis il nous a fait des belles passes d'armes avec Miller. Là aussi, Miller, course pleine. Enfin, j'allais dire. Ouais. Quand il fait des courses comme ça, Miller, on comprend pourquoi il est là, et on comprend qu'il aurait pu jouer le titre aussi s'il n'avait pas marqué autant d'irrégularités. Autant Zarco, on voit c'est un coup de mou, il reste sur rien, mais Miller, c'est beaucoup de chutes. Donc c'est pas tout à fait le même profil. Mais ce qui est adorable avec ce personnage, c'est que il est toujours là pour son coéquipier, il est toujours le sourire aux lèvres, donc ça donne envie de... C'est un bon gars, quoi. Ça fait plaisir à voir. Après, faut qu'il se méfie, parce que quand il fait P3 aujourd'hui, podium, c'est génial, tu vois, il montre qu'il mérite sa place dans le team officiel, mais chez Ducati, ça va vite. Donc, il y a vraiment Bastianini et Martin qui poussent au cul, à défaut de Zarco. Parce que Zarco, je pense que ce qui va pêcher, c'est son âge, pas son talent. Clairement. Voilà, faut qu'il se méfie l'année prochaine, Miller, parce que je pense que avant juin, les signatures sont faites, donc je vois pas Bagnaia sortir du team officiel. S'il veut prolonger avec le team officiel, faudra être un peu plus régulier devant, quoi. C'est clair. Et ça fait un petit moment qu'on en parle déjà. Ouais, je trouvais que l'année dernière, il avait fait preuve de plus d'irrégularité. Ouais. Et cette année, il retombe un peu plus dans ses travers. Enfin, je voulais qu'on parle de KTM parce que, alors les pauvres, eux, ils avaient fait, on avait l'impression qu'ils étaient un peu sortis de l'ordinaire en début de saison, et puis là, ils s'écroulent complètement. Il y a plus personne pour sauver la mise. Lequena, on sait pas d'où il vient, mais la semaine dernière, il nous fait une belle course. Et là, cette semaine, il tente un attentat sur son quasi coéquipier Oliveira. Lui, pour le coup, il méritait plus une pénalité que Binder oui, je pense. En Moto 3, hein, clairement. Et alors, pour le coup, il a rien, lui. Mais ouais, dur pour Katoche. Bah, KTM, je comprends pas trop. L'année dernière, il montrait de belles choses. Cette année, il gagne de course, mais voilà, on sait pas trop d'où ça sort. Ils ont un pas très bon début de saison, ils ont un bon milieu de saison, et ils s'écroulent en fin de saison. Là, depuis la Grande-Bretagne, ils ont pas pris plus de 10 points par course, donc toutes motos confondues. Donc c'est la catastrophe. D'ailleurs, là, c'est compliqué. Je comprends pas trop ce qui se passe chez eux. Ils testent trop de nouvelles choses, peut-être. Peut-être que c'est ça. On s'était dit, tiens, ils ont ramené un nouveau châssis, tu te souviens, et ça avait marché. Ouais. Juste derrière, en Catalogne, je crois, c'est là que gagne Oliveira. Mais rien du tout. KTM, enfin Tech 3. Tech 3, j'ai pas regardé en termes d'historique, mais c'est la plus mauvaise équipe cette année. Et ça fait, si je dis pas de bêtises, ça fait 4 fois ou 5 courses qui font un résultat blanc d'affilée. 4 résultats blancs d'affilée pour Tech 3. Voilà, c'est chez KTM, je m'inquiéterais vraiment pour l'année prochaine. Pas grand chose de plus à dire sur KTM. Non, mais pour rebondir sur le Kona, je confirme, il a fait n'importe quoi. Il avait une belle vitesse sur cette course, une belle vitesse quand même. Et c'était honorable ce qu'il faisait, mais là, il y a rien à dire, quoi. Surtout qu'il a à 2 doigts de partir, de se mettre une pelle en tout début de course. Ce que fait Petrucci, non, il me semble. Oui, Petrucci, il s'en met une pour le coup. mais Lequena, il sort un tout droit, on sait pas pourquoi. Alors c'est en doublant Espargaro, du coup, en essayant de doubler Espargaro, oui, c'est ça. Et puis il se foire complètement. Le pauvre Espargaro, il se dit mais qu'est-ce qu'il fout là? Du coup, il se fait doubler par Zarco et Quartaro. Oui, c'est vrai. Mais ouais, Lequena a eu 2-3 alertes avant de se bourrer pendant cette course, et il n'a pas l'air d'en avoir tenu compte. C'est dommage, hein, parce que il montrait de belles choses. La semaine dernière, il montrait vraiment de belles choses. Il montrait aussi de belles choses aux essais et en qualif. C'est con de finir une saison au tas en se mettant au tas avec un presque coéquipier, quoi. Ouais, tu vois, et ça rejoint ce qu'on disait sur Darren Binder. C'est on se demande s'il a le niveau pour le MotoGP. En regardant ce que fait le Kona, je dis oui, il a le niveau. Il saurait faire la même chose. Faire chuter les petits camarades, c'est bon. Non, mais voilà, je veux dire, c'est pas un critère pour passer en MotoGP de savoir faire chuter.
Ouais, voilà. Voilà. Tu m'as compris. De virer les quilles. C'est ça. Non, bon, le strike, les Quenas, c'est pas en MotoGP, c'est en bowling. Hein. C'est... j'ai fait tomber 4 potes aujourd'hui. Non. Bah après, il a pas visé. Après, quoi qu'il a visé quelqu'un qui jouait un peu sa saison devant son public. Donc, même si c'était la deuxième fois qu'il roulait ici. Voilà. Il s'est dit, tiens, lui, je vais le faire chier, je vais niquer sa course. Est-ce qu'on peut finir par parler de la décision de mettre fin à la course du drapeau rouge? J'imagine que ça t'a un peu surpris. Enfin, on était à 2 tours de l'arrivée, drapeau rouge, alors qu'on voit les pilotes conscients, ce qui est quand même le plus important dans ces cas-là. On n'a pas, une fin de course assez bizarre, assez étrange. Ouais, je suis d'accord. Après, il y avait pas d'enjeu, mais peut-être j'ai pas vu, peut-être qu'il y avait des bouts de moto qui sont restés sur la piste ou je sais pas, je vois que ça parce qu'il y avait pas forcément. Pareil, je pensais à de l'huile, éventuellement, ouais. Parce qu'ils ont mis un petit peu de temps avant de sortir le drapeau rouge. En fait, ils ont mis une dizaine de secondes, quoi. Enfin, un peu de temps. C'est beaucoup de temps, mais, enfin, c'est pas beaucoup de temps comme ça de l'extérieur, mais en vrai, le temps de prendre une décision, 10 secondes, tu te dis, bah, ils ont sûrement checké des trucs entre la chute de Lequena et d'Oliveira, et de se dire, bon, bah, là, il faut qu'on arrête la course, ou elle peut continuer. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir forcément le drapeau rouge en MotoGP. La tête de course, c'était Bagnaia. Je pense que Mir aussi était intouchable, mais après, derrière, je voyais Zarco revenir sur Miller, donc je sais pas s'il y aurait eu suffisamment de tours pour faire un podium pour Zarco, mais bon. Ouais, on saura jamais. On saura jamais. Non, c'est bon, vaut mieux ça. Moi, je préfère des décisions dans ce sens-là que l'inverse. Que où on dit, mais qu'est-ce que fout la direction de course? Pourquoi ils ont pas arrêté? Oui. Typiquement Quartararo, combinaison ouverte, tu vois. Ouais. Oui, mais c'est pour ça on comprend pas toujours les décisions et on les comprend de moins en moins les décisions de la direction, les décisions de la direction de course. Effectivement, c'est bizarre. Là, tu dis il y a drapeau rouge alors qu'il paraît, enfin, apparemment il y a rien. Enfin, il y a rien, une grosse bourre, mais en vrai les pilotes sont conscients et c'est le principal et on se dit bon bah ok. Et par contre, effectivement, on a Quarta qui roule chemise ouverte. Vas-y, go. Ah. Et puis vas-y, attends, je te balance mon plastron. Ok, bon bah, pas de drapeau rouge. Ok, d'accord. Et puis ça fait un tollé. Bon, on va lui enlever des points. Et ça, on va lui enlever 2,45 points. Mais uniquement sur la moitié des 2 courses suivantes. Quoi? on dirait du François Rollin, quoi. C'est n'importe quoi. C'est un peu ça. Ouais. Je pense que d'ailleurs, s'il y a quelque chose à faire, bon, on va pas faire le monde ici, mais s'il y a quelque chose sur laquelle ils doivent travailler, la direction, enfin la Dorna et la FIM ces prochaines années, c'est juste la communication de la direction de course, c'est faire des rapports, c'est pourquoi ils ont pris telle et telle décision et à quel moment. Juste pour qu'on arrête de débattre de ces trucs de manière infinie. Oui. Voilà, voir qu'il y a une direction claire, tu vois, dans les décisions et qu'en fait c'est juste qu'on n'avait pas tous les éléments pour pouvoir la voir, quoi. Non, mais ça se trouve, c'est juste des décisions arbitraires et ils se basent sur rien. Hein. Oui. Mais j'ose croire. Moi, je suis un optimiste, j'ose croire qu'il y a plus que ça. Oui, mais j'espère aussi, quand même, ouais. À ce niveau-là, ce serait dommage qu'il n'y ait pas de règlement un peu encadré, quoi. Enfin, au moins fixe. Et des décisions claires. Effectivement, ouais. Et pareil sur les pénalités, d'ailleurs, infligées aux pilotes. Et on avait, pour rappel aussi, on avait parlé il y a quelques temps du débat de déclarer une fit, qui avait aussi posé question cette saison en MotoGP, enfin en Moto3 pour le coup, avec Onju. Enfin voilà, il y a toute une série de décisions une nébuleuse là où on se dit mais comment ils font, on sait pas trop. Donc voilà, si effectivement, ce serait bien de mettre tout au clair là-dessus, et ne serait-ce et comme tu le disais très justement à mon avis, pour éviter après les débats de sans fin de podcasteurs à la con et de youtubeurs à la con qui après en débattent des heures en disant mais qu'est-ce que c'est que cette décision de merde. Voilà. C'est un peu ça. C'est tout ce qu'on avait à vous dire sur les grands prix de cette semaine. Il y aura encore une course de CEV Moto3, ce sera le 21 à Valence. La prochaine course de World Superbike, ce sera le 14 novembre en Indonésie. Oui, sur le nouveau circuit de Mandalika, donc qu'on devrait avoir au calendrier MotoGP l'année prochaine. Ouais. À voir, juste pour voir la tête du circuit. Et puis bien sûr le championnat qui se joue,
entre Toprak et Réa, forcément, mais aussi pour voir le tracé, quoi. En tout cas, il pourra pas être plus bosselé que celui d'Austin, ça c'est sûr. Ou alors c'est un petit miracle, hein. Mais là du coup il passe en TT, quoi. Ça se trouve c'est la même entreprise qui a bossé. Hein. Ouais, espérons pas pour les pilotes. Bah écoute, c'est tout pour nous aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour le débrief du prochain GP. Bah, c'est le GP de Valence, évidemment, et c'est dès la semaine prochaine. N'hésitez pas, on se retrouve pour parler moto et pas que moto, mais beaucoup de moto sur le Discord de C'est qui en pôle. On est aussi évidemment sur Twitter et puis sur toutes les plateformes de podcast, mais ça vous avez l'habitude. Pierre, je te dis à très bientôt. Merci, à très bientôt Olivier. Merci à tous, salut.